Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler un sujet assez intéressant. Alors, en attendant que les autres nous rejoignent, il faut commencer parce que nous avons accusé un peu de retard. Alors, le thème d'aujourd'hui est intitulé Découverte et prise en main des dernières technologies de développement d'applications mobiles. Excusez-moi. Pour débattre de ce sujet, nous avons Rocky Bibicoulé qui se chargera de nous partager ses expériences. Alors, je rappelle qu'il est développeur mobile depuis plusieurs années déjà et c'est quelqu'un qui maîtrise mieux le sujet. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole, histoire qu'il puisse nous présenter ce qu'il a préparé. Et ensuite, on aura des questions et il répondra aux questions. Voilà, une séance de questions-réponses vers la fin. Alors, on va essayer de ne pas être trop long. Euh, Si on peut rester dans l'intervalle d'une heure, ça pourrait être très intéressant. Alors, donc, on peut dire 35 minutes de présentation, 35, bon, disons 40 minutes de présentation et peut-être 20 minutes de questions-réponses. Voilà. Merci, Rocky. Je te renvoie la parole. Dynamique et il y a vraiment de l'argent à se faire dans ce milieu. Alors, quelles sont les tendances dans le développement d'applications mobiles? En gros, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est quelles sont les nouvelles technologies ou bien les nouvelles fonctionnalités qui seront intéressantes d'avoir dans son application. On a aujourd'hui la montée de la 5G. Donc, la 5G rendra les téléphones, les applications mobiles plus rapides, plus fluides et il n'y aura plus de latence. Donc, dès lors que l'utilisateur clique sur le bouton pour valider quelque chose, c'est déjà fait. Donc, il est important de prendre en compte cette nouvelle technologie lorsque vous essayez de créer une application mobile. Ensuite, on a de nouveaux formats de téléphones qui ont apparu. Par exemple, on a les téléphones pliables de Samsung et autres. Donc, en gros, c'est de prendre en compte ces nouveaux écrans. On a aussi les montres connectées. Tout ça fait partie du développement mobile.
Ensuite, on a la réalité augmentée, la réalité virtuelle qui fait son apparition. Aujourd'hui, vous avez des applications mobiles qui essaient de pousser encore plus loin l'expérience utilisateur. Par exemple, on peut prendre l'exemple des applications aujourd'hui d'e-commerce qui vous permettent qui permet à l'utilisateur de tester le produit qu'il veut acheter. Donc, en gros, si c'est un canapé, il a la possibilité de projeter le canapé dans son salon et de voir à quoi ça va ressembler. Nous avons aussi l'IA qui essaye qui est un peu à la mode aujourd'hui. Donc, il y aura tout cela qui va intervenir dans le développement mobile. Alors, quelles sont les technologies dont nous disposons pour créer une application mobile aujourd'hui? On a SwiftUI qui est pour le développement iOS. On a Jetpack Compose qui est pour Android. On a Flutter et on a Kotlin. Bien évidemment, il y a d'autres que je n'ai pas cités, mais on verra ça à la fin. Alors, SwiftUI, c'est quoi? SwiftUI, c'est un framework de développement d'interface utilisateur déclarative introduit par Apple pour créer des applications iOS, macOS, Watch, Apple Watch ou pour la télé. Alors, les avantages que vous avez avec SwiftUI, c'est que l'interface, la création d'interface pour votre application est déclarative. En gros, de façon traditionnelle, lorsque vous voulez créer une application, c'est que vous avez une page où vous prenez votre bouton, vous prenez le bouton, vous glissez, vous déposez, vous prenez le champ de saisie, vous glissez. Et si vous voulez modifier votre bouton, c'est que vous irez créer un autre fichier pour définir la forme que vous voulez que votre bouton prenne et l'appeler maintenant au niveau du bouton. Donc, tout ça était un peu long. Alors, avec SwiftUI, c'est que vous déclarez votre interface depuis le code directement. Genre, vous écrivez le code et le code derrière lui se charge de générer l'interface de l'application. Ensuite, on a l'API de haut niveau. C'est qu'avec SwiftUI, vous appelez directement les API que iOS offre. Par exemple, pour communiquer avec la caméra, pour communiquer avec le stockage, il y a les API qui sont déjà là pour vous. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Ensuite, il y a une gestion simplifiée de l'état. L'état, c'est en gros, lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, l'action qui se produit derrière modifie l'état de l'application. Donc, en gros, la gestion de cet état est simplifiée avec SwiftUI. Ensuite, on a Canva interactive, c'est-à-dire la possibilité de voir en même temps, lorsque vous modifiez votre bouton, sans compiler l'application sur le terminal, vous voyez en même temps les modifications que vous apportez. Ensuite, quels sont les cas d'utilisation de SwiftUI? Vous pouvez utiliser SwiftUI lorsque vous voulez créer une application iOS native. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez SwiftUI, vous développez seulement pour iOS. Votre application ne sera pas compatible avec Android ou avec d'autres systèmes d'exploitation autres que le système d'exploitation d'Apple. Alors, en gros, à quoi ressemble SwiftUI? C'est un peu à ça. Donc, vous pouvez le voir déjà, pour produire l'exemple qui est sur le téléphone ici, il a juste fallu écrire tout ce code-là, un peu seulement. La façon qui se faisait avant, c'est que vous devez cliquer, déplacer les éléments un à un. Et lorsque vous finissez de définir votre interface, vous devez créer un autre fichier pour écrire le code derrière. Alors que de là, maintenant, vous écrivez juste le code de votre interface et avec des fonctions, vous pouvez déjà définir tout ce qui s'exécutera lorsqu'on clique sur un élément. Pour faire du SwiftUI, vous aurez forcément besoin d'Xcode installé d'un Mac d'abord, parce que Apple, pour développer les applications iOS, il faut forcément avoir un Mac. Donc, lorsque vous avez un Mac, vous installez Xcode, ensuite vous apprenez le langage Swift de Apple et vous pouvez déjà démarrer la création de votre application iOS avec SwiftUI. Ensuite, nous avons Jetpack Compose. Jetpack Compose, c'est un peu le SwiftUI pour Android. Aujourd'hui, la manière dont on crée une application Android en créant l'interface en créant un fichier XML ou bien un fichier layout pour l'interface. Ensuite, on crée
une activité pour récupérer les actions sur l'interface Revolut, on utilise Jetpack Compose qui vous permet d'écrire du code qui vous génère l'interface derrière. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de définir en même temps les différentes actions dans le code. Donc, vous n'avez plus à aller créer un fichier layout, cliquer, déposer des boutons, aller créer un autre fichier dans le dossier Draweb pour définir l'interface et tout. Alors, l'avantage que vous avez avec Jetpack Compose, c'est qu'elle est déclarative aussi, comme SwiftUI. Les composants sont réutilisables, c'est-à-dire si vous définissez un peu comme du React, si vous définissez un composant pour gérer l'affichage, par exemple, si c'est une application e-commerce et que vous définissez une manière d'afficher les produits, vous pouvez toutefois utiliser cette manière d'afficher dans une autre application facilement. Donc, vous n'avez plus à réécrire encore cet affichage, vous copiez seulement, vous collez dans un autre projet et puis vous pouvez déjà utiliser. Également ici, la gestion de l'état est simplifiée. Ensuite, on a la compatibilité et l'intégration. Avec Jetpack Compose, vous pouvez utiliser Jetpack Compose dans un ancien projet Android que vous avez développé avec XML et vice-versa. En gros, quels sont les cas d'utilisation? On utilise Jetpack Compose pour une application Android seulement pour le moment. C'est toujours possible. Bon, il y a une version pour iOS, mais pour le moment, on va parler seulement d'Android. Donc, lorsque vous voulez des interfaces utilisateurs personnalisées, vous pouvez utiliser Jetpack Compose, une compatibilité multi-appareil, genre supporter plusieurs versions d'Android et plusieurs versions de téléphone. Par exemple, lorsque vous voulez créer une interface pour tablette et une interface pour un petit téléphone, vous devez créer 2 fichiers layout pour gérer pour chaque interface. Et avec Jetpack Compose, il le fait automatiquement pour vous. Alors, à quoi ressemble Jetpack Compose? C'est un peu ça. Vous pouvez déjà voir un peu à quoi ça ressemble. Jetpack Compose facilite la création de composants d'interface utilisateur personnalisés et tout. Ici, c'est avec Android Studio. Donc, pour faire Jetpack Compose, vous avez besoin d'Android Studio et vous utilisez le langage Kotlin. Vous pouvez déjà le savoir depuis quelques temps. Le langage de prédilection que Google a conseillé pour développer une application Android, c'est Kotlin, ce n'est plus Java. L'avantage que Kotlin offre, c'est qu'elle est moins verbeuse que Java. Donc, vous pouvez écrire moins de code comparé à Java. Et lorsqu'on écrit moins de code, c'est que forcément, il y a moins de bugs dans votre application. Donc, en gros, c'est un peu ce que Jetpack Compose propose. Alors, il y a des annotations qui vous permettent de voir directement sur à quoi votre application va ressembler. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de recompiler à chaque fois, comme ça se fait dans l'ancienne version, pour voir à quoi ressemble votre application. Dès que vous écrivez le code, vous enregistrez, vous avez la possibilité de voir déjà à quoi ça va tomber. Donc, pour faire Jetpack Compose, vous avez besoin d'Android Studio. Donc, vous installez Android Studio, vous téléchargez Kotlin et puis le SDK et puis c'est bon. Ensuite, on a Flutter. Flutter, c'est sûr que vous avez entendu parler de Flutter parce que c'est un peu à la mode aujourd'hui. Flutter vous permet de créer des applications multiplateformes rapidement et facilement. Et tout ça avec une manière d'écrire le code beaucoup plus facile. Et lorsque vous utilisez Flutter, c'est que vous avez une seule base de code, vous écrivez le code une seule fois et vous pouvez déployer pour Android, pour iOS, pour le web, pour le desktop et aussi pour macOS. Donc en gros, c'est l'avantage que Flutter offre. Vous écrivez une seule fois le code et vous avez toutes ces plateformes à laquelle vous pouvez déployer à la fin. Flutter a été introduit par Google, donc c'est déjà du lourd. On est sûr que ça ne va pas tomber, ça ne sera pas abandonné facilement.
L'avantage que vous avez avec Flutter, c'est que vous avez le développement multiplateforme, vous avez des widgets personnalisés. Alors, dans Flutter, tout est question de widgets. Le bouton est un widget, le champ de saisie est un widget, donc presque tout est un widget. Et lorsque vous créez vos widgets, vous avez la possibilité de personnaliser ces widgets-là. Et vous pouvez réutiliser ces widgets dans d'autres applications une fois que vous les avez écrits. Donc, ce qui rend le développement beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Lorsque vous avez une idée d'application et vous aimeriez tester ça rapidement, avec Flutter, vous pouvez le faire en quelques clics. En ce sens que presque tout est déjà écrit. Le code du bouton est déjà écrit pour vous. Vous appelez juste le code, vous définissez les couleurs que vous voulez, puis c'est déjà bon. Et vous avez la possibilité de modifier comme vous voulez. Parce que c'est un peu l'avantage que Flutter offre. Elle vous permet de personnaliser l'interface comme vous le voulez, de façon genre pixel perfect. Donc, si un développeur vous remet la maquette d'une application, c'est impossible que vous dites que c'est pas faisable parce qu'avec Flutter, vous avez la possibilité de réécrire tout complètement. Parce que ce que Flutter lui fait, c'est que Flutter a son propre moteur de rendu. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous utilisez Jetpack Compose, par exemple, le code du bouton est déjà connu. C'est le code que le système d'exploitation Android propose que vous utilisez. Parce que le code, lui, là, le système Android a, lui, son interface derrière qui génère le bouton. Par contre, avec Flutter utilise son propre moteur de rendu, Impeller. Donc, vous pouvez facilement réécrire la manière d'afficher le bouton. Si vous voulez des zigzags au niveau du bordure de votre bouton, vous pouvez le faire. Alors, à quoi ressemble Flutter? Voici un peu à quoi ressemble le code Flutter. Donc, vous pouvez voir dans notre widget build, on a retourné un scaffold avec un navbar, un body et puis un Flutter action. Avec ça seulement, vous avez déjà une application. Vous avez une gestion de l'état qui est beaucoup plus facile. Lorsque vous modifiez un truc dans votre application, dans le code, vous voyez directement le rendu au niveau du debugger ou bien de l'émulateur. Contrairement à Android de l'ancienne version où lorsque tu modifies quelque chose dans ton application, tu dois recompiler à chaque fois pour voir ce que ça donne. Et aussi avec Flutter, il y a une librairie presque pour tout faire. Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voulez appeler la caméra, par exemple, il y a déjà une librairie pour le faire pour vous. Donc, vous appelez seulement la librairie et puis c'est bon. Donc, c'est un peu la rapidité que Flutter offre. C'est pour ça que c'est un peu populaire aujourd'hui. Il est facile d'effectuer des modifications et ces modifications seront disponibles pour toutes les plateformes sur lesquelles vous allez déployer votre application. Alors, pour faire Flutter, on utilise Dart, qui est un langage de programmation créé par Google. Au départ, Dart était là pour remplacer les JavaScript, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, ça n'a pas marché. JavaScript est toujours demeuré, donc par contre, Dart a eu son parcours, donc il s'est concentré pour le développement mobile. Donc, aujourd'hui, vous pouvez créer beaucoup de choses avec Dart. Pour faire du Flutter, vous utilisez Android Studio ou VS Code ou un autre IDE capable de supporter Flutter. Donc, vous installez les SDK de Flutter. Les SDK, c'est un peu tout le code déjà écrit pour vous que vous installez. Et là, lorsque vous appelez une icône, ça va le chercher là-bas et puis vous avez facilement ce que vous voulez. Ensuite, on a Kotlin multiplateforme. Alors, Kotlin multiplateforme, c'est un peu le nouveau qui est venu parce que la version stable a été annoncée dans ce mois, je crois. Alors, qu'est-ce que Kotlin multiplateforme propose? C'est que ce que Flutter lui fait, c'est que quand tu écris le code une seule fois, il essaie de compiler le code en iOS et pour Android. Donc, ce qui fait que tu n'as pas l'expérience native à proprement parler. Par exemple, lorsque tu développes une application Flutter, ton application ressemble à la même chose sur Android et sur iOS. Si tu ne prends pas en compte les prédispositions pour personnaliser
l'interface pour Android et pour iOS. Donc, c'est que quand tu développes un Flutter et tu ne fais rien, ton application va ressembler tu auras la même chose sur Android et la même chose sur iOS. Ce qui fait que tu ne profites pas de l'expérience utilisateur que iOS propose de façon à proprement parler. Alors, ce que Kotlin multiplateforme, lui, il a décidé de faire, c'est que il essaie de rassembler seulement ce que les deux plateformes ont de commun. Genre, il essaie de rassembler le code que les deux applications ont de commun. Et pour l'interface, tu crées des interfaces natives pour chaque plateforme à part. En gros, ça veut dire quoi? Lorsque tu veux créer une application, si tu veux appeler l'API, la manière de stocker les informations, l'appel à l'API, le code métier derrière, par exemple, si c'est une application de livraison, tu prends la position de l'utilisateur, la position de produit qu'il veut, tu essaies de comparer et tu définis le prix. Donc, en gros, c'est la même chose. Si tu veux développer un natif au niveau de iOS, c'est le même code que tu vas écrire pour le code métier et c'est la même chose que tu vas écrire pour Android. Donc, ce que Kotlin multiplateforme lui propose, c'est que tu as un dossier où tu écris le code que les deux plateformes ont de commun. Et maintenant, l'interface, tu essaies de faire des interfaces personnalisées en natif pour chaque plateforme. Donc, tu peux utiliser Jetpack Compose pour Android au niveau de ton dossier Android et Swift UI pour iOS. Ce qui fait qu'à la fin, si tu compiles ton application va ressembler à une application iOS. Et ton application, tu compiles pour Android, ça va ressembler à une application Android. Ce qui fait que l'expérience utilisateur est beaucoup plus fluide et tes applications ne ressemblent pas à la même chose pour Android ou pour iOS. Donc, en gros, c'est l'avantage que Kotlin multiplateforme offre. Et Kotlin multiplateforme a été initié par l'équipe de Jetpack, l'équipe de IntelliJ. En gros, ceux qui sont derrière l'éditeur IntelliJ, PHP Stone, WebStone et tout. Ce sont eux qui ont aussi développé le langage Kotlin que Google a propulsé derrière. Les avantages que tu as avec Jetpack Compose, c'est le partage de code, l'interpolabilité élevée, réduction du coût de développement. Il y a aussi ça, lorsque tu développes une application native, ça coûte beaucoup plus cher que lorsque tu fais de multiplateformes, parce que tu as forcément besoin de deux équipes derrière, une équipe pour Android et une équipe pour iOS pour développer l'application. Donc avec Kotlin multiplateforme, c'est que on va plus réécrire tout le code, c'est juste les interfaces qui vont différer. Et le code métier, le code pour appeler l'API et tout, ça sera la même chose qu'ils vont partager ensemble. Donc en gros, c'est l'avantage que Kotlin multiplateforme offre. Alors, en dehors de ça, il y a React Native. Bon, même si ce n'est pas nouveau, React Native est un peu vieux quand même, mais c'est toujours populaire dans certaines régions. React Native, c'est un peu cette technologie qui te permet de créer ton application avec du React. Donc, c'est un peu pour ceux qui sont déjà dans l'écosystème React, ceux qui utilisent déjà du React pour faire du développement d'applications web. Donc, si tu ne veux pas apprendre une nouvelle technologie, plutôt tu switches vers React Native et puis tu te retrouves comme un poisson dans l'eau, même s'il y a quelques différences à peu près. Ensuite, on a une autre plateforme. Une autre plateforme, c'est une technologie qui te permet de créer des applications à partir de C#. Bon, je ne sais pas si C# n'est pas un peu populaire ici. Généralement, on l'utilise pour faire du développement desktop. Alors, pour développer des applications Windows, c'est du C# qu'on utilise. C'est pas un peu populaire ici, mais par contre, elle offre une possibilité de créer aussi des applications mobiles. Mais c'est pas trop populaire parce que c'est difficile de trouver des développeurs qui font ça. Donc, si tu t'engages sur ce chemin, c'est que tu dois être sûr d'avoir les ressources pour le faire. Alors, pour faire du Kotlin multiplateforme, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut connaître le langage Kotlin, tu connais Swift et puis tu utilises
Android Studio ou IntelliJ comme IDE pour développer ton application. Donc là, vous pouvez voir déjà le dossier Android App, ensuite le dossier iOS App et le dossier Shared où tu écris le code qu'ils ont en commun. Après, tu écris le code des interfaces différents pour chacun. Alors, quels sont les choix et les critères lorsque tu veux choisir une technologie? Déjà, c'est de comprendre l'objectif du projet. Tu dois comprendre le besoin que tu veux pour ton application. Quelles sont les fonctionnalités de ton application et quelles sont les plateformes cibles. Si c'est seulement une application Android, si c'est seulement les utilisateurs Android qui auront accès à l'application, ça ne sert à rien de faire de Flutter. Il faut mieux faire une application Android avec Jetpack Compose où tu profites des dernières technologies, des dernières nouveautés que Google sort. Parce qu'avec Flutter, c'est que tu dois attendre que ces fonctionnalités soient intégrées aux SDK avant de pouvoir l'utiliser. Par contre, quand tu fais du développement natif, c'est que dès qu'une nouvelle technologie sort, tu as déjà accès. Dès qu'une nouvelle fonctionnalité sort plutôt, tu as déjà accès à cette fonctionnalité. Donc, en gros, c'est de voir l'objectif du projet, quelles sont les cibles de la plateforme. Ensuite, on a l'évolutivité et la flexibilité. C'est de voir si derrière la technologie que tu choisis, est-ce que cette technologie sera mise à jour continuellement. Par exemple, lorsque tu veux faire une application poussée, un peu complexe, tu utilises React, tu auras beaucoup de problèmes parce qu'il y aura des librairies qui ne sont pas à jour, des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, donc tu seras forcément obligé d'aller écrire du code natif derrière et tout. Ensuite, on a la performance. En fonction de l'application que tu veux créer, la performance ne sera pas la même en fonction de la technologie que tu choisis. Par exemple, lorsque tu veux une application qui utilise beaucoup l'API de téléphone Android, par exemple, tu veux l'API, l'expérience de ton application tourne autour de la caméra, du stockage, ou soit c'est une application qui a l'IA derrière, qui doit analyser des trucs et tout, c'est plus conseillé d'aller vers du natif. Par exemple, si c'est une application qui doit prendre la photo, tourner avec du machine learning derrière, voici, prenons par exemple les applications qui détectent les maladies sur une plante ou s'embarque un petit modèle d'IA qui essaie d'analyser derrière pour voir si la plante est infectée ou pas. Ça ne sert à rien d'utiliser Flutter si tu veux une expérience utilisateur beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Il faut mieux aller avec une technologie native. Ensuite, on a la compétence de l'équipe. Si par exemple dans ton équipe, vous êtes tous des développeurs React, le choix c'est d'aller vers React Native où tout le monde maîtrise à peu près ça, soit carrément de recruter une nouvelle équipe de développeurs qui sont poussés dans la technologie qui sera choisie. Ensuite, on a la productivité. Lorsque tu choisis, lorsque tu as une application et par exemple, si c'est une application que tu veux tester rapidement pour voir si l'idée est bonne derrière, tu veux faire un MVP, c'est beaucoup plus conseillé d'utiliser Flutter qui te donne la possibilité de développer beaucoup plus rapidement. Avec quelques lignes de code déjà, tu as une application présentable et tout. Donc, en gros, ce sont un peu les critères à prendre en compte lorsque tu veux choisir une nouvelle technologie pour développer ton application. Il y a aussi le coût que j'ai oublié. En fonction de ton budget, tu dois aussi voir la technologie qui t'arrange le plus. Donc, en gros, c'est un peu ça. Alors, donc, pour développer une application mobile, vous devez être au courant des dernières tendances qui sont faites. Parce que sur Play Store et sur Google, vous avez plus de 6 millions, je crois, la dernière fois que j'ai regardé, d'applications qui sont disponibles sur le Play Store. Mais malheureusement, ce ne sont pas toutes ces applications qui marchent parce que les gens ne prennent pas en compte les dernières tendances, les dernières technologies qui sont disponibles. Si l'utilisateur est habitué à une qualité d'application, par exemple, aujourd'hui, le marché est confondu avec l'étranger. Eux, ils ont toute l'équipe, les ressources et les moyens de développer des applications de qualité. Mais si nous, ici, on ne prend pas en compte
tous ces paramètres-là. Et on se contente de développer des applications basiques qui n'offrent aucune valeur, aucune fluidité dans la manière de fonctionner. L'utilisateur sera beaucoup plus lassé. Il ouvre ton application une fois, deux fois, et puis il ne revient plus sur ça parce qu'il est habitué déjà à une expérience beaucoup plus fluide avec d'autres applications qui viennent d'ailleurs. Donc, en gros, ce sont ces paramètres à prendre en compte lorsque vous voulez développer une application. Je suis à la fin de ma présentation. Vos questions sont les bienvenues. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints après. Euh, Il y a Didier Passot qui devait être là, mais qui a eu une panne. Et nous allons prendre les questions. Avant de prendre les questions, je tiens à remercier Rocky pour la qualité de la présentation, puisque il n'a pas eu beaucoup de temps. Je crois 2 jours, 3 jours de préparation pour ce contenu. Je crois que c'est à saluer. Alors, tu peux revenir sur la présentation, s'il te plaît. Ok. Bon, on va prendre les questions. Il y a Fallon qui veut poser des questions. On va lui accorder la parole. Merci beaucoup, Rocky. Merci aussi à tous. Bon, j'ai suivi avec attention la présentation. Merci. Ça m'a apporté beaucoup. Maintenant, je veux demander quelque chose. Quand on veut intégrer, par exemple, la géolocalisation dans son application mobile, j'ai cette difficulté-là avec React Native. Ça ne fonctionne pas correctement. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a des outils pour faciliter l'utilisation de la géolocalisation? Par exemple, comment la COSEM l'utilise? Vous voyez, il a la géolocalisation. Donc, quand vous appelez un champignon, vous suivez le trajet du champignon et vous pouvez apprécier. Donc, c'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Alors, merci Fallon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? On va prendre le soin de répondre d'abord. Rocky? Ok. Concernant la géolocalisation avec React, je pense qu'il doit y avoir des dernières librairies qui sont sorties qui essayent de faciliter un peu l'intégration avec Google Maps ou bien OpenStreetMap ou bien Mapboss. Donc, un peu, c'est de fouiller un peu, de voir quelles sont les librairies disponibles. Parce que si vous devez l'intégrer vous-même, ça sera beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut écrire du code natif derrière et tout. Donc, à moins d'avoir déjà une expérience avec le développement natif, c'est un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de voir les dernières librairies à jour que vous pouvez utiliser et intégrer facilement. Donc, c'est un peu le problème que je soulevais avec le choix, c'est que lorsque votre application tourne derrière, vous avez besoin d'une expérience dans votre application, c'est de voir en fait quelle est la technologie qui vous offre les meilleurs moyens d'y arriver. Par exemple, si c'était en Flutter, c'est qu'il y a des dernières librairies qui permettent de le faire facilement en Flutter. Et comme c'est du React, c'est un peu, s'il n'y a pas une librairie qui est disponible directement, vous serez obligé de créer vous-même cette fonctionnalité-là. Donc en gros, mais je crois qu'il y a des dernières librairies qui sont disponibles pour le faire facilement. Peut-être je vais vous envoyer le lien si je tombe sur l'article. Ok, merci. Oui, très satisfait. Et j'attends avec impatience le lien. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une autre personne. Est-ce que... Mickaël, c'est pour une question?
Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire dans le message. Ça nous permet de savoir ce qu'il en est. Alors, Nicaise, vous avez la parole. Apparemment, Nicaise n'est pas avec nous. Alors, je pense que s'il n'y a pas de questions, on va clôturer la séance. Est-ce qu'il y a autre question? Alors, s'il n'y a pas de questions, Rocky, je vais te renvoyer la parole et après on va clôturer. Est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles tu peux mettre ceux qui souhaiteraient peut-être améliorer leurs compétences dans le développement, etc. Oui, Google offre des formations, des Code Lab qui vous facilitent un peu, qui vous initient à la manière de développer rapidement. Peut-être on va envoyer les ressources dans le groupe. Lorsque vous allez sur ça, vous créez un compte, vous pouvez déjà facilement démarrer, voir un peu l'univers du développement mobile et vous initier facilement au code. Donc, si vous avez déjà de l'expérience avec le code, ce sera beaucoup plus facile pour vous. C'est rien de compliqué. C'est à peu près, c'est une nouvelle façon de faire, mais c'est à peu près la même chose avec du développement web et autres. Donc, merci de m'avoir écouté et je vous renvoie la parole. D'accord, merci Rocky. Merci pour la qualité de ta présentation. Merci aussi à tous ceux qui, malgré leurs occupations, se sont rendus disponibles pour qu'on ait cette séance. Alors, je crois qu'on est... il y a quelqu'un qui souhaiterait parler. Bico International. Alors, vous avez levé la main ou... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Fed. Oui, excusez-moi, je suis un peu en déplacement. C'est Lionel Dossou. Il peut y avoir quelques soucis dans mon intervention, donc vous allez essayer de me prendre ainsi. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Je remercie Rocky pour sa présentation. Elle est très importante. Et puis, j'ai attiré beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Sur ce, moi, je viens un peu sur la façon dont ces codes sont, c'est-à-dire que ça soit du Flutter, du Swift, du Kotlin, comment ces codes sont interprétés ou compilés. Parce que avec, comment on appelle, et Flutter, nous avions quelques difficultés que nous traînons et puis nous sommes en train de pouvoir travailler sur Flutter actuellement pour pouvoir essayer de voir la possibilité de régler ce problème. Parce que Flutter, quand nous avions analysé, parce qu'il y a quelques difficultés que nous avions eues avec Flutter en long et de long en large, c'est-à-dire par exemple, souvent quand il y a de mise à jour, c'est-à-dire j'ai une application qui est développée sous Flutter, c'est-à-dire qui est développée sous Flutter, mais par exemple, quand il y a une nouvelle mise à jour, c'est que l'intéressé est obligé, par exemple, de pouvoir télécharger la mise à jour. C'est la plupart des problèmes qu'on rencontre avec la plupart des langages de développement d'applications mobiles, c'est que l'intéressé, et puis parfois, c'est que l'utilisateur est gêné. S'il y a une petite mise à jour, une petite modification, on fait une mise à jour, il est obligé, par exemple, de pouvoir télécharger. Parce que je suppose que le langage est c'est-à-dire semi-compilé, semi-interprété, et ainsi de suite. Ça fait partie des problèmes qu'on rencontre. Maintenant, en ce qui concerne le Swift, que moi, je n'ai pas du tout utilisé, je ne sais pas, lui, est-ce qu'il est interprété, il est compilé, ou bien lui ne véhicule pas ce genre de problème. C'est ma préoccupation. Et puis, par exemple, par rapport à ce qui concerne Flutter, nous sommes en train de pouvoir étudier ça pour voir la possibilité de pouvoir
mettre en place un projet qui va nous permettre, par exemple, s'il y a une mise à jour qui est faite directement, on ne soit pas obligé en réalité de pouvoir télécharger, mais une fois que l'utilisateur a déjà l'application sur son téléphone, ça peut être sur la plateforme iOS, Android, ainsi de suite. Si l'utilisateur va sur, c'est-à-dire son application, il puisse avoir les modifications opérées, c'est-à-dire les mises à jour, sans qu'il ne soit pas amené forcément à télécharger et réinstaller, à télécharger pour pouvoir faire la mise à jour de ce dernier. Donc voilà un peu ma préoccupation. Merci pour votre présentation. Alors, bonsoir l'Assemblée. Oui, Quelqu'un me reçoit? Oui. Oui, vraiment, merci beaucoup. Je salue tout le monde. J'ai pris la communication en vol et j'avoue que j'ai vu vraiment de nouveau après cette présentation et je remercie bien le présentateur Kip. Et merci à toi de nous donner un plus. Alors, je voudrais vous demander, alors celui qui n'a jamais fait le fruiteur et il veut le faire, est-ce que c'est difficile? Par où il peut commencer pour être je vais dire, un professionnel plus tard? Parce que ça m'a beaucoup plu, j'ai envie de m'aventurer dedans. Comment je peux faire? Est-ce que vous pouvez me dire ce que le premier pas à faire pour pouvoir avoir la main? D'accord. Merci Nicaise pour votre question. Alors, ok, je récapitule. Il y a notre ami Tossou. Rappelle-moi ton prénom s'il te plaît. Lionel Tossou, je crois. Allô, tu dis? Dossou. Lionel Dossou, voilà. Qui demandait par rapport, bon, je pense qu'il a l'expérience dans le développement d'applications Flutter et qui posait la préoccupation des mises à jour. Il se peut qu'après des modifications, il faut que l'utilisateur puisse aller sur Play Store et faire la mise à jour manuellement. Donc, oui, excusez, pas forcément aller sur Play Store. Une fois qu'il se rend sur son application, c'est-à-dire l'application lui notifie qu'il y a de mise à jour. C'est-à-dire qu'il est obligé en réalité de télécharger, voilà, de télécharger afin que cela ne puisse être mis à jour. Ce qui fait que, par exemple, quand il y a des changements, les utilisateurs sont souvent dérangés et gênés. Et vous, dans votre équipe, vous n'avez pas de fréquence de mise à jour ou bien vous faites la mise à jour à quelle fréquence? Les mises à jour, bon, ça c'est à la demande parfois du client. Souvent, il y a des nouveautés qu'ils apportent, telles que, c'est-à-dire des trucs qu'ils apportent par mois, par moment, ainsi de suite. Ça dépend. Elles sont parfois mensuelles, trimestrielles, en fonction des besoins, c'est-à-dire des besoins au niveau du terrain, quoi. Ok. Bon, voilà, parce que préoccupation, c'est de voir un peu comment on peut réduire les mises à jour pour ne pas trop distraire l'utilisateur aussi. Donc, si la fréquence elle est régulière, que c'est chaque 3 mois qu'il y a des mises à jour, je crois que c'est pas trop gênant. Mais je vais laisser la question à celui qui s'y connaît mieux pour réellement vous répondre. Donc, après, on reviendra sur la question de Nickel. Ok, merci pour la question. Il y a une nouvelle technologie qui s'appelle Code Push qui permet de mettre à jour son application sans forcément demander à l'utilisateur de réinstaller l'application. Donc, c'est une technologie nouvelle pour Flutter. Je crois que c'est disponible pour Flutter. Et en gros, ce sont des mises à jour mineures. Lorsque tu ne modifies pas trop la structure de ton application. Parce qu'en fait, une application, lorsque tu veux déployer, c'est qu'il y a des gens derrière qui vont essayer de vérifier ton application pour voir si elle ne comporte pas du code malveillant et tout. Donc, on ne peut pas te permettre de modifier directement ou bien de faire une mise à jour sans qu'il y ait une vérification derrière. Donc, par contre, il y a des packages qui te permettent aujourd'hui de mettre à jour ton application et c'est seulement le bout de code que tu as rajouté dans ton application qui sera mis à jour au niveau de l'utilisateur. C'est un peu ça que la nouvelle manière d'exploiter les applications sur Google veut corriger. Je parle de App Bundle.
lorsque tu veux déployer ton application, au lieu de faire un APK, tu le fais sous forme de App Bundle. Et lorsque tu mets sur Play Store, Google, lui, derrière, il a la possibilité de savoir quel est le nouveau code que tu as ajouté. Et il y a un package, lorsque tu l'installes dans ton application, lui vérifie automatiquement si une nouvelle mise à jour de ton application est disponible et il propose à l'utilisateur de télécharger la nouvelle mise à jour ou de l'ignorer pour plus tard. Et lorsque l'utilisateur clique, c'est seulement le bout de code que tu as rajouté qui sera mis à jour dans l'application. Ce qui fait que si ton application pesait 10 mots et que l'utilisateur veut mettre à jour l'application, ce n'est plus 10 mots qui seront téléchargés, mais seulement si c'est un mot de code que tu as rajouté, c'est seulement ça qui sera téléchargé. Donc, il y a aussi le code push dont j'ai parlé qui est disponible sur React. Bon, c'est souvent disponible sur React. Elle te permet de modifier, de mettre à jour l'application sans demander à l'utilisateur de retélécharger le code ou parfois même sans que l'utilisateur ne sache que la mise à jour est disponible. Mais c'est souvent quand tu fais une modification mineure, genre tu ne modifies pas trop la façon de fonctionner du code. Maintenant, quand tu fais du développement natif, c'est que forcément, à chaque fois que tu mets à jour l'application, tu seras obligé de resoumettre sur le Play Store ou bien l'utilisateur doit être obligé de retélécharger la nouvelle mise à jour. Donc, c'est un peu de voir aussi la fréquence à laquelle tu mets à jour ton application. Au lieu de faire des mises à jour chaque une semaine, c'est de rassembler ces mises à jour chaque 3 mois et tu essaies de faire la mise à jour. Tu notifies, tu notes les mises à jour qui seront faites et chaque 3 mois, tu fais la mise à jour et tu pushes vers le déploiement. Au lieu que ce soit des mises à jour régulières chaque semaine, c'est pas trop conseillé. Ok. Donc, en gros, Est-ce que l'intéressé est satisfait de la réponse? Oui, je pense qu'il a donné. Au fait, c'est que ce que je demandais, c'est que avec Flutter, que je n'ai pas encore peut-être connaissance, est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir faire la mise à jour tant que l'utilisateur ne soit pas obligé de télécharger, de pouvoir télécharger et faire la mise à jour pour qu'il puisse avoir la partie qui est mise à jour? C'est la question que je posais. Parce que, c'est-à-dire, c'est ce problème qui est rencontré et puis on travaille en réalité sur un projet pour pouvoir gérer cela tout en uniformisant, c'est-à-dire par exemple la version du système d'exploitation pour que celle-là puisse maintenant, au lieu de faire une compilation du code, peut-être passer directement à l'interprétation pour que cela soit c'est-à-dire c'est un projet sur lequel le travail est en train d'être fait depuis près de 2 ans, comme ça. C'est-à-dire je demandais s'il y a auparavant de nouveautés au fait par rapport à cela que nous n'en avions pas peut-être connaissance au fait. Je comprends. Oui. Si vous travaillez sur ça depuis 2 ans, n'attendez pas une réponse magique de ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, non, pas une réponse magique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a peut-être, comme lui l'est aussi également expérimenté, on ne sait pas, c'est-à-dire la technologie évolue au fil du temps. Est-ce qu'il y a peut-être une manière de pouvoir s'en passer de ça que nous n'en avons pas peut-être connaissance au fait? Votre application. Il a parlé de code push. Oui. Je ne sais pas si c'est adapté à votre solution. Mais, bon, est-ce que le code push est adapté à Flutter? Pardon? Oui, c'est disponible sur Flutter. Okay, c'est ça que je disais, c'est un peu récent sur Flutter, donc vous pouvez rechercher pour voir sur ça. Ça vous permet en fait de mettre à jour l'application sans retélécharger une nouvelle version. Ce que vous avez d'accord. Chercher une alternative à code push si éventuellement ça ne correspond pas à Flutter. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. Et aussi, si vous avez des difficultés, vous pouvez le contacter après. Après, vous allez le payer pour le service, on ne sait jamais. C'est une partage d'expérience, monsieur Wilfried. Oui, je ne refuse pas, mais toute connaissance a sa valeur. Donc, aujourd'hui, c'est gratuit. Hein, mais par exemple, quand vous lui demandez un projet sur lequel vous travaillez, je ne suis pas sûr que vous travaillez sur ça gratuitement. Ne soyez pas étonné qu'il vous demande ci ou ça. Moi, je dis rien, mais je pense que si c'était moi, je vous dirais, voilà la facture, je vous aide à résoudre le problème. Voilà. Oui, une fois, comme on s'est tous fait facture, bon. Ouais. Tous on se connaît ici. On
veut gratuit. Pas gratuit aux autres. Ok, Nicaise, lui, je crois qu'il est débutant et souhaiterait se lancer dans le développement mobile. Par où commencer? Ok. Le développement à Flutter, c'est pas trop compliqué. Lorsque tu as déjà eu des expériences en développement, donc déjà, si vous avez déjà une expérience avec du développement web ou bien du Je ne pense développement... pas Ouais. qu'il ait d'expérience. Donc, c'est pour dire que Ah, ok. partir de zéro, quoi. Ok, déjà, c'est d'apprendre le langage de programmation utilisé en Flutter qui est le DAT. Donc, en gros, c'est d'apprendre comment le langage marche, les structures, les conditions et tout. Et lorsque vous avez déjà une expérience avec le langage, vous essayez de migrer doucement vers des codes labs ou bien des... Le mieux, c'est de ne pas suivre des tutos où c'est une vidéo, vous regardez seulement. Le mieux, c'est de créer des projets. Vous dites, par exemple, je vais créer cette petite application qui permet d'afficher mon nom. Lorsque je mets bonjour, ça met bonjour mon nom. Donc, le mieux, c'est d'apprendre en faisant. C'est la meilleure manière d'apprendre à programmer ou bien d'apprendre à faire quelque chose. Donc, c'est déjà d'apprendre le langage de programmation. Après, vous apprenez, vous essayez de vous familiariser avec l'éditeur de code que vous voulez utiliser ou bien l'IDE. Après, c'est de créer directement un projet, un petit projet. Vous dites, je veux une application qui fait tant. Bon, pas trop, faut pas pousser trop haut aussi, si on vous serait découragé. Je dis, je veux une petite application qui m'affiche bonjour mon nom. Et déjà, voilà, vous commencez, vous créez le projet et vous essayez de développer ça. Et maintenant, lorsque vous rencontrez des difficultés, vous allez chercher maintenant sur Internet comment faire ci, comment faire tant. Et un peu, vous aurez la main sur le développement. Mais si vous allez télécharger une vidéo, vous allez regarder, puis à la fin, off, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Et aussi, il y a des ressources qui sont disponibles en nous. D'accord. Merci, Rokib. Moi, je voulais faire un complément avant de passer la parole à Didier Passy. Je pense qu'avant d'apprendre le langage, il faut passer sur les bases de l'algorithmique. Oui. Bon. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de notion, bien, c'est un... En tout cas, pour celui qui le sait... Non, c'est un informaticien, un ingénieur en informatique. Voilà. C'est Un ingénieur en informatique. Oui. Je ne suis pas novice en développement et Okay. j'ai quelques backgrounds pour pouvoir faire le développement. Donc, bon, mais ce qui me paraît un peu, puisque je n'ai jamais fait ça là, je voudrais savoir sur quoi je peux bondir et pour aller plus vite. Eh bien, bon, est-ce qu'il y a à préparer d'abord un environnement et tout ça là, c'est, si je peux avoir les premiers pas, je pense que le reste là, ça pourra suivre. Ok. Bon, je crois qu'il a donné quelques pistes. Il faut commencer par date et après commencer par des petits projets. Donc, si vous avez les moyens aussi, je crois qu'il faut vous offrir des formations payantes en ligne ou bien vous faites accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Ça, je vous garantis qu'en 6 mois, vous pouvez avoir un bon résultat. Donc, l'autre chose que je propose aussi, c'est si vous avez, je crois que LinkedIn propose aussi des formations comme ça. Ça va tourner autour de 20 000 francs le mois. Et vous avez tout un tas de formations en fonction du domaine que vous souhaitez. Et vous avez même la possibilité d'avoir des certifications à la fin de vos formations. Ça, c'est des pistes complémentaires que moi, je vous propose. Ok, d'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Je voudrais saluer Madame Fallon au passage parce que c'est elle qui m'a permis de se joindre à ce groupe pour pouvoir bénéficier de quelques informations sur le plan professionnel. Madame Fallon, merci beaucoup à toi. Notre fruit de la dernière fois, ça commence par prendre. Merci et je salue toute l'Assemblée. Je vous en prie. Merci. Voilà. Merci encore, Fallon, pour les espoirs. Alors, Didier Passot, est-ce qu'il est là? Il est là. Alors, Passot, assez de problèmes, mais finalement, vous nous avez rejoint.
Bon, je suis encore à 2%. OK. Et je voulais intervenir par rapport à la question de l'autre qui disait que comment est-ce qu'il peut faire sans avoir les mises à jour, que ça se fasse de façon automatique. Je crois qu'il y a quelques minutes, quelqu'un qui était vraiment à côté de moi, Facebook et WhatsApp, a envoyé des éléments pour demander à la personne de cliquer pour pouvoir faire des mises à jour. C'est que le seul moyen pour éviter de faire des mises à jour, c'est peut-être intégrer un web viewer au niveau de l'application qui soit rattaché à un site Internet. Et là, lorsque la personne fera... Excusez-moi, je suis au bord de la route. Hein. Et donc, lorsque la personne agira directement sur le site Internet qu'il a réalisé, auquel il a lié comment on appelle, l'application, en faisant directement les modifications de l'autre côté, et la mise à jour se fera de façon automatique. C'est comme ça, aujourd'hui, plusieurs sites fonctionnent. Ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, concernant Flutter, je crois que Rocky a su bien expliquer. Il faut commencer par des petits projets. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce groupe-là aussi existe. Monsieur Eteka, je ne sais pas si vous vous rappelez, il disait qu'on allait constituer des groupes en fonction des personnes, des langages donnés. Et je crois pour celui de Flutter, ça a commencé déjà. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, et d'ici là, c'est-à-dire la semaine prochaine, il y aura un formulaire qui va permettre à des personnes qui sont intéressées pour travailler dans des langages donnés, qu'on puisse créer des groupes et travailler sur des projets. Je ne sais pas si tu te rappelles, M. Eteka. Donc, c'est ce que j'ai... Ça m'a échappé d'en parler, mais je crois que... Voilà. D'accord. D'accord. Donc, s'il est dans le groupe, de suivre attentivement les dernières informations, parce que j'ai déjà commencé le travail, surtout sur Flutter, pour qu'on puisse créer un groupe et se donner des activités pour qu'on puisse réussir. Mais là, il faut vous dire en tête que ce n'est pas parce qu'on se dit, bon, je veux venir, ma volonté, je peux partir quand je veux. Non. Il y a des résultats qu'il faut donner. Sinon, la personne sera éjectée du système. Merci. Alors, merci Didier Passot. Je crois les objectifs sont en train d'être atteints. Pour ceux qui viennent pour la première fois, l'organisation de ces séances ont été imaginées en commun accord avec Didier Passot qui vient d'intervenir. Et l'objectif, c'est d'avoir une communauté où on pourra partager nos expériences et aussi permettre à ce que ceux qui intègrent, comment on appelle la communauté, puissent apprendre de nouvelles choses et aussi s'améliorer dans ce qu'ils font au quotidien. Donc pour cela, nous organisons chaque 15 jours des séances pour partager autour des thématiques comme celui que vous venez d'écouter. Et la prochaine séance serait dans 2 semaines. Si je regarde dans mon calendrier, ça va être le 7 décembre. Donc le 7 décembre, on aura également une nouvelle séance où on parlera d'un autre sujet. Et comme il a dit tout à l'heure, en termes de développement, on a trois catégories. Le développement d'applications mobiles et pour smartphones et les smartwatches. Nous avons le développement des applications web et nous avons le développement des applications pour PC. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres, mais je peux dire que en gros, c'est ces trois domaines qui regroupent au moins 80% ou voire 70% en termes de développement aujourd'hui. Donc, selon, en tout cas, ce qu'on a imaginé, on aura ces trois groupes. Et s'il y a possibilité d'avoir des déclinaisons, parce que quand on rentre dans chaque domaine, il y a des spécificités, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, il y a des gens qui font du React, il y a des gens qui font du Flutter. Mais dans l'ensemble, tous ceux qui font tout ce qui a rapport au mobile vont se mettre ensemble. Et l'objectif, c'est d'avoir moins de divisions possibles. Et je crois qu'avec ces trois divisions, on peut réellement évoluer. Donc, ça n'empêche pas d'appartenir à deux divisions.
je crois que 2 divisions, c'est le maximum qu'on peut souhaiter. D'autres peuvent en choisir jusqu'à 3, mais je crois que la disponibilité va peut-être poser problème. Donc, on va travailler en arrière-plan pour que voilà, cela puisse se créer. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, je vous recommande de nous rejoindre dans le groupe et également d'être actifs. Ce qu'on demande, c'est de participer aux différentes activités et de partager les différents contenus pour que réellement la communauté puisse grandir. Voilà ce que j'ai à dire. Rocky, un dernier mot? Bonne nuit à tout le monde. Ok, merci. Didier Passo, merci. Je crois que... Passo, on peut clôturer? Oui, vous pouvez clôturer, sans problème. Bonsoir à la dame de fer Fallon. Voilà. Bonsoir à Didier, c'est comment? Ça va. Bon, tu t'occupais de Internet et tu nous as laissé. De Starlink. Oui, de Starlink et tu nous as laissé. Ah, c'est pas grave. On a eu la chance d'avoir 2 femmes parmi nous aujourd'hui. Il y a Karine Ah, aussi qui super. nous a rejoint. Quelle Karine? C'est une de mes... C'est pas Biagui. Non, c'est D'accord. Karine Niami. Ah, d'accord. Bonsoir à tous, désolé pour le retard. J'étais un peu Ça prise là-bas. D'accord, c'est compris. Vivement que prochainement on ait plus de 5 femmes. Voilà, notre souhait c'est d'avoir plus de femmes. Les autres fois, on était entre nous garçons et cette fois-ci, on a de nouvelles têtes. Je crois que c'est à saluer. Merci des amis d'avoir été là. Ceux qui vont vouloir rejoindre le groupe et qui éventuellement ne sont pas dans le groupe, ils peuvent m'écrire une box pour avoir le lien d'intégration dans le groupe. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe, éventuellement si vous avez des questions à me poser ou à poser à d'autres personnes, n'hésitez pas. Et on va continuer et on va partager ensemble et grandir ensemble. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une prochaine séance. Rendez-vous le 7 décembre. Merci. Bonsoir.